Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 1er novembre 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, un complexe de santé sera construit à Donnacona en 2019 et abritera tout le personnel du GMF de la clinique médicale actuelle. Le comité d'accueil d'une famille syrienne à Saint-Raymond a presque atteint son objectif. Monseigneur Louis Corriveau a fait sa part. Comment attirer de nouvelles industries à Saint-Raymond? Pour nous en parler, nous accueillerons le commissaire industriel Richard Saint-Pierre. Nous avons rencontré la nouvelle directrice générale de la commission scolaire de Portneuf, Marie-Claude Tardif, en fonction depuis le 9 octobre. Pour nous dresser le bilan et les projets à venir de la table de concertation des années de Portneuf, nous accueillerons la coordonnatrice Jacinthe Drolette. Sur la scène culturelle, nous parlerons de la 18e édition du Noël d'antan et David Alexandre nous fera part des sorties culturelles de la semaine. Bonne émission. Un complexe de santé de 30 000 pieds carrés sur 3 paliers verra le jour à Donnacona à l'automne 2019 sur un terrain de la route 138 entre le magasin Tigre Géant et la succursale de la Société des alcools du Québec, la SAQ. Le début des travaux est prévu au printemps prochain. Le groupe de médecins, spécialistes, infirmières ainsi que tout le personnel du centre médical actuel, aussi situé sur la route 138 à Donnacona, déménageront dans ces nouveaux locaux de 10 000 pieds carrés au lieu des 6 000 pieds carrés actuels. Les aires de stationnement autour du nouveau complexe seront plus grands et l'accès plus sécuritaire. Ce projet, évalué à 5,5 millions de dollars, a été annoncé ce mercredi après-midi sous l'attente par le groupe promoteur et gestionnaire Medway en collaboration avec la ville de Donnacona et Gestion Santé secteur sud-est de Portneuf, l'organisme qui gère la clinique médicale actuelle depuis sa création à Donnacona en 2005. Il s'agit du 7e projet du genre par le groupe Medway dans la grande région de Québec et la Rive-Sud, dont sa dernière réalisation, un complexe santé sur la côte de Beaupré. Medway développe la grande région de Québec depuis 5 ans. Il s'agit en quelque sorte d'un partenariat entre le secteur privé et public. La gestion appartient au privé, mais les services de soins de santé sont défrayés par le régime d'assurance maladie du Québec. Écoutons le président du groupe Medway, Yann Boudreau. On s'entend, c'est des cliniques médicales publiques, avec des médecins de famille, avec des cartes RAMQ. Les infrastructures sont privées, mais c'est des cliniques médicales publiques. On a le Donnacona va être notre 7e clinique médicale dans la grande région de Québec. Nous autres, on s'occupe dans le fond de tout ce qui est gestion de la clinique pour que les médecins se consacrent le plus possible à ce que souvent ils veulent faire et ils sont bons, qui est voir le patient. Donc on s'occupe du personnel, des ressources humaines, des ressources financières, de la fourniture médicale dans le fond, en collaboration avec le groupe de médecins dans le fond. Puis on s'occupe de tout ce qui est aussi l'immobilier. On fait des projets immobiliers à vocation de la santé exclusivement.
On retrouve en général dans ces immeubles une clinique médicale au 2e étage, des spécialistes au 1er étage et une pharmacie au rez-de-chaussée. Actuellement, aucune entente n'est survenue avec des pharmaciens. La clinique médicale de Donnacona est située dans la même bâtisse que la pharmacie Jean Coutu, sur la route 138, qui est propriétaire des lieux. Des démarches sont en cours entre le groupe Medway et le gouvernement du Québec pour l'implantation d'une clinique de radiologie dans le nouveau complexe qui pourra desservir l'ensemble des populations de Portneuf. Medway s'est associé au groupe de radiologistes Mayou à Québec pour offrir ses services à Donnacona. Le gouvernement doit émettre les permis nécessaires avant son implantation. L'organisme à but non lucratif OBNL, qui a été créé en 2005 pour gérer la clinique médicale et profiter des différentes subventions publiques, sera dissoute et transférée au groupe Medway. Le président du conseil d'administration, l'ex-maire de Donnacona, qui a initié le projet en 2005 et aussi qui a initié les pourparlers avec Medway il y a 4 ans, André Marcoux, estime que les contextes politiques et administratifs obligent cette décision. Les budgets ont changé en cours de route de beaucoup. À part ça, quand on a commencé en 2005, le budget était différent. En 2010 aussi, on n'est jamais en croissance. Le ministère, malgré les beaux discours qu'il peut y avoir, c'est pas vrai. Les cliniques médicales, les centres médicaux, ça a changé. Les subventions ont baissé. Les GMF, divisant nous dans 2 GMF dans Portneuf, le montant de subvention a diminué de beaucoup. Plusieurs centaines de mille. Aussitôt, c'est plus pareil. Alors, tout ça mis ensemble, puis le changement aussi de structure avec les CIUS, les 3 C3S, les 3S, c'était plus facile. On travaillait directement avec nos gens, puis il y avait des locations, puis on pouvait facilement travailler les budgets. Alors, on est rendu avec le CIUS. Ils ont des contraintes différentes. Le maire actuel de Donnacona, Jean-Claude Léveillé, a souligné l'apport important de M. Marcoux à l'implantation des services de santé à Donnacona. Et sa municipalité se positionne de plus en plus comme un pôle important en matière de soins de santé. On l'écoute. Aujourd'hui, une page est tournée. Medway, gestionnaire de cliniques médicales et promoteur immobilier commercial, prendra en charge la gestion de la clinique médicale Donnacona. Nous parlons donc d'un transfert du public au privé, comme il se doit d'être. Donnacona est un pôle central en matière de soins de santé, avec notamment le CLLC, l'IRDPQ, le Centre de jeunesse Québec et le CHSLD. Avec la prise en charge de la clinique par Medway et l'arrivée de certaines nouvelles infrastructures à la fine pointe de la technologie, nous venons de confirmer notre position et ainsi permettre l'ajout de services santé complémentaires. Le centre médical de Donnacona peut compter sur une douzaine de médecins, travailleurs sociaux, infirmières et plusieurs spécialistes, gynécologues, dermatologues, cardiologues, orthopédistes, psychologues, expertise en CSST et autres. D'autre part, la ville de Donnacona s'est mérité le prix Mise en valeur du patrimoine 2018 lors du banquet d'excellence dans le cadre du colloque annuel de l'organisme Rue Principale qui se tenait à Montréal le mercredi 24 octobre dernier. Ce 31e colloque de Rue Principale avait lieu au Hyatt Regency et réunissait plus de 200 participants provenant du milieu municipal et du développement local et régional d'un peu partout au Québec. Donnacona s'est distingué particulièrement pour la mise aux normes et le réaménagement de l'hôtel de ville au cœur du vieux Donnacona, l'animation estivale au Parc des Anglais, en plus de la nomination de 7 nouvelles rues en l'honneur de familles souches dans le cadre du projet domiciliaire Aube sur le fleuve. Les représentants de la ville ont reçu leur prix des mains de M. Christian Savard, président exécutif de Rue Principale. La ville de Donnacona était aussi finaliste pour le prix Mobilisation et Organisation qui reconnaît l'importance de construire et de conserver un partenariat local représentatif. Notons que les participants au colloque, qui se déroulait sous le thème « Les rues principales contre-attaque », ont pu entendre plusieurs intervenants sur les défis du commerce de détail et particulièrement du commerce ayant pignon sur rue. Une vingtaine de conférenciers ont partagé leurs connaissances, leurs expériences et les innovations les plus prometteuses.
Le comité d'accueil d'une famille syrienne à Saint-Raymond organisait une soirée bénéfice ce vendredi 26 octobre au centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. Monseigneur Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec et ex-curé de Saint-Raymond et des paroisses autour, a accepté la présidence d'honneur de cette soirée qui a été agrémentée par des chants a cappella, sans instrument de musique, offerts gracieusement par des choristes de l'ensemble de musique sacrée à Québec. Une des voix de cette chorale, Anouk Thibault, fait partie du comité d'accueil à Saint-Raymond. L'ouverture du chœur et l'accueil auront été les thèmes de la soirée. D'ailleurs, Monseigneur Corriveau se souviendra toujours du temps de l'abbé Louis. Toujours un peu drôle là, de revenir à Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, les environs, ce n'est plus pareil. Quand je suis arrivé en 2010 ici, la région de Portneuf, c'était des maisons, c'était une belle région. Mais maintenant, je regarde des maisons, puis un tel est là, un tel est là. Je connais maintenant des histoires, l'histoire ici, des Raymondois, des gens de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Léonard et partout. Alors, merci beaucoup d'être ici, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui ont voulu, qui m'ont dit, Monseigneur, ici c'est le fun, les gens m'appellent l'abbé Louis. Je trouve ça charmant. Continuer de m'appeler comme ça me fait du bien. À partir de ces nouvelles fonctions et des rencontres qu'elles suscitent, Monseigneur Corriveau est témoin de plein de gestes de bonté dans le monde, mais ces gestes se posent plutôt dans le silence. Beaucoup de bien qui se fait dans le monde. On n'entend pas beaucoup parler dans les médias, mais il y a énormément de bien qui se fait dans le monde. Mais c'est souvent quelque chose de très silencieux. Et c'est remarquable de voir tant d'hommes et de femmes qui, de toutes sortes de manières, se donnent pour ressusciter du monde. Monseigneur Corriveau a annoncé que les profits qu'il va recevoir des ventes de l'album de Noël que lui et ses confrères prêtres, dirigés par le chanteur Mario Pelcha, ont enregistré l'an dernier, iront au comité d'accueil des Syriens à Saint-Raymond. Il faut rappeler que ce projet d'accueillir une famille syrienne à Saint-Raymond est une démarche amorcée depuis près de 3 ans. Un premier groupe a été créé sous l'initiative d'Odile Tremblay et de Jacqueline Genois et dont faisait partie d'ailleurs l'abbé Louis Corriveau. Pour différentes raisons, dont le manque d'appui de la population, le groupe s'est dissous et un des membres, M. Jean-Marie Plamondon, ex-homme d'affaires à Saint-Raymond et donateur très impliqué dans sa communauté, a décidé de prendre la relève et de piloter la démarche. La Ville de Saint-Raymond a appuyé le projet en novembre 2016 et le comité devait amasser les 25 000 $ nécessaires pour répondre aux besoins de la famille syrienne pour 1 année. En plus de la sollicitation auprès de la population par différentes activités, le comité d'accueil a vendu des cartes cadeaux, des livres de recettes et des ateliers de cuisine syrienne. Il faut dire que ces mouvements locaux pour accueillir des réfugiés syriens est parrainé et conseillé par un groupe de l'ex-paroisse Saint-Yves à Québec et appuyé par les gouvernements du Québec et du Canada. Si tout va bien donc, un jeune couple syrien et leurs 2 petites filles âgées de 2 et 3 ans, la famille Oufane, pourra sortir de son refuge et de la guerre pour s'envoler vers Québec et commencer une nouvelle vie à Saint-Raymond d'ici les 6 prochains mois au plus tard. Il ne resterait qu'une approbation du gouvernement fédéral avant leur départ de la Syrie. Selon Marlène Delouade, représentante du député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, il n'est pas impossible que la petite famille arrive à Saint-Raymond avant Noël. D'ailleurs, le comité d'accueil de Donnacona, Cap-Santé et la ville de Portneuf a accueilli une famille syrienne il y a 2 semaines. On écoute Mme Delouade. Le dossier avance très bien. Il manque qu'une approbation. Ensuite, la famille Oufan pourront être ici à Saint-Raymond. Alors, je réitère toujours ma grande collaboration et espérant que M. Godin pourra être des vôtres lorsqu'ils seront ici. Ça va nous faire un grand plaisir. Juste en terminant, je veux vous dire que la semaine dernière, il y a la famille de Donnacona, la famille Elias qui sont arrivés. Et c'était... Je vous dis, ces gens-là sont... Ils me disaient merci, mais je suis là, mais non, c'est rien.
c'est tellement... En fait, on avait les larmes aux yeux de voir la reconnaissance de ces gens-là envers les citoyens, de les accueillir chez eux. C'était vraiment très, très touchant. C'est des gens formidables. Et je suis certaine que la famille Oufant seront aussi merveilleux qu'eux. Alors, encore une fois, au nom de M. Godin, on vous souhaite une belle famille à Saint-Raymond d'ici 6 mois, mais moi, je pense que peut-être avec un petit peu de prière, qu'on pourrait peut-être les avoir pour Noël, ça serait bien. Merci, bonsoir à tous. Cette soirée bénéfice, vendredi dernier, aura rapporté quelques 2 000 $, portant à plus de 22 000 sur l'objectif de 25 000. Avant l'arrivée de la famille, le comité aurait besoin d'un logement au centre-ville de Saint-Raymond pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants, un deuxième banc d'auto pour une des 2 petites filles ainsi que des vêtements pour la mère et le père. Vous pouvez suivre le comité d'accueil sur sa page Facebook. Selon une des sources syriennes du comité d'accueil, on compterait à ce jour en Syrie quelques 360 000 morts, dont 20 000 enfants. La ville de Saint-Raymond, via la Corporation de développement de Saint-Raymond, la CDSR, travaille fort pour attirer de nouvelles entreprises dans son parc industriel numéro 2, qu'on qualifie de grand gabarit, avec une superficie de plus de 20 millions de pieds carrés. En janvier dernier, la CDSR a retenu les services de M. Richard Saint-Pierre à titre de commissaire industriel. M. Saint-Pierre possède près de 30 ans d'expérience en développement économique. De 1988 à 1997, il a été directeur général et commissaire industriel des corporations de développement économique des MRC de Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce. Il a été directeur développement, investissement et immobilier durant près de 14 ans au développement du parc technologique du Québec métropolitain. Il a été chef de service du développement résidentiel, industriel et de la gestion immobilière de la ville de Lévis pendant plus de 2 ans. Nous accueillons justement en studio M. Saint-Pierre. Bonsoir, M. Saint-Pierre. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci beaucoup pour votre invitation. Bien, ça fait plaisir. Merci d'être avec nous, justement, d'avoir accepté cette invitation. M. Saint-Pierre, si je vous demandais tout d'abord, d'où vient cet intérêt du développement économique et particulièrement industriel chez vous? Oui. Bien, je vous dirais que ça a commencé alors que j'étais au niveau de mes études collégiales. Okay. Et j'avais un travail à faire en économie à ce moment-là. Et j'avais rencontré Bertrand Crête, qui était directeur général de la Corporation de développement économique Pointe-Lévis. Alors, en le rencontrant, en voyant un peu la nature de son travail, le support qu'il veut apporter aux entrepreneurs, il n'y avait pas de routine dans son travail aussi, des activités de support, d'animation économique, tout ça. Ça m'est resté dans la tête. Bien sûr, j'ai continué à l'université par la suite, mais ce souvenir-là m'était resté. Et dès le départ, à la fin de mes études, j'ai décidé d'aller en développement économique. J'ai tout fait pour ça. Puis d'ailleurs, j'avais commencé à la Corporation de développement économique Pointe-Lévis et j'avais comme mentor, donc, M. Bertrand Crête et voilà. Et le développement économique, c'est parce qu'il n'y a tellement pas de routine, il y a toutes sortes de facettes à ça. C'est large aussi. C'est large, c'est des activités d'animation, de support direct aux entrepreneurs, mais ça peut être tantôt l'organisation d'un tournoi de golf, des fois dans certaines corporations, qui est des activités d'animation. Ça peut être un super annuel des gens d'affaires, ça peut être etc., etc. Donc, il y a beaucoup de diversité, il n'y a pas de routine à ce niveau-là. Pourquoi vous êtes rendu justement à Saint-Raymond? D'où vient cet intérêt de ce coin de pays-là? Absolument. Bon, bien, écoutez, en novembre dernier, OK, moi, j'avais pris un petit, suite à mon départ de la ville de Lévis comme tel, j'avais pris une pause au niveau du développement économique. J'ai été directeur financier dans le domaine automobile pendant presque 2 ans comme tel. Et j'ai vu l'annonce. J'ai vu l'annonce sur le site de l'Association des professionnels en développement économique du Québec. Et j'ai eu le goût. Tu sais, je trouvais ça un peu routinier, mon travail dans le domaine automobile, il faut bien l'avouer. Et j'avais le goût de reprendre en développement économique. Tu sais, j'avais 30 ans derrière moi à ce niveau-là. Alors, mais je ne voulais pas retourner. Je savais ce que je voulais, puis je savais ce que je ne voulais pas, comme tel. Alors, pour moi, un travail de cadre, par exemple, je l'ai fait, puis je l'ai fait de nombreuses reprises, puis je l'ai bien fait, à plusieurs égards. Mais là, j'avais le goût de revenir comme professionnel, sur le terrain, comme on dit. Alors, l'offre de Saint-Raymond, qui était publiée là, comme commissaire industriel, soit dit en passant, j'étais bien fier de voir ça, parce que l'appellation de commissaire industriel, il faut dire qu'elle était populaire fin des années 60, des années 70, 80, début des années 90. Par la suite, on ne l'a plus vu beaucoup. Et ils ont transformé ça comme agent de développement, comme commissaire au développement d'entreprise, des rôles plus larges aussi. Alors, de voir que la ville de Saint-Raymond, d'un, savait ce qu'elle voulait, elle appelait un chat, elle voulait accélérer le développement du parc industriel numéro 2, et elle créait à ce titre, dans son organigramme de la corporation, le poste de commissaire industriel. Fait que ça me souriait beaucoup. À proximité, j'étais quand même originaire de la région de Québec,
à proximité comme tel. Alors, pour moi, c'est un défi là, qui se présentait. À ce moment-ci de ma carrière, je trouvais ça intéressant dans l'optique où je voulais revenir sur le terrain. Pour moi, de venir dans Port-Neuf comme ça, j'ai fait la Beauce, j'ai fait la région d'Lévis, Québec, tout ça. Alors, de venir dans Port-Neuf, je n'avais souvent entendu parler par, à l'époque, mon collègue où j'étais dans la Beauce, Guy Beaulieu, qui est aujourd'hui directeur général de la Société d'aide au développement des collectivités de Port-Neuf, qui lui-même était commissaire industriel dans Port-Neuf, nous vantait toujours Port-Neuf. Fait que j'ai dit, vous êtes rendu on va aller voir ça. Port-Neuf. On va aller voir ça. Oui. Quelle est votre perception après près d'un an, justement, ici, là? Oui, ça fait 10 mois précisément. Je ne suis pas déçu. Bien au contraire, l'ampleur du défi est là. Oui. La volonté de M. le maire comme tel, vous la connaissez, hein, par rapport au parc industriel numéro 2, c'est celle du conseil municipal aussi, c'est celle de l'ensemble des administrateurs de la Corporation de développement de Saint-Raymond, c'est d'accélérer le développement du parc industriel numéro 2. Puis les ingrédients sont là, vous l'avez souligné un petit peu en introduction. Ça, on a un parc industriel quand même de 20 millions de pieds carrés. Ah oui, c'est grand ça. C'est grand. Et puis, il est développé peut-être à 7-8 maximum. On a par ailleurs des capacités portantes des sols vraiment très, très bonnes, 100-125 kPa. Pour aller au niveau technique un peu, c'est excellent. Tu peux construire sur 2 étages. On peut accueillir beaucoup de poids, en fait. Exactement. Tu n'as pas besoin de faire de compactage dynamique. Tu n'as pas besoin de construire sur pieux, ce qui diminue les coûts de construction comme tel. On a un réseau électrique quand même fort intéressant aussi. Assez? Réseau électrique? Oui, c'est-à-dire pour des besoins industriels conventionnel comme tel, oui. S'il arrivait une industrie de grande dimension, il faudrait réagir avec Hydro-Québec à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est très bien. Il faut se dire aussi que ce parc industriel-là, c'est ce qui m'a beaucoup souri aussi, c'est que dans la grande région de la capitale nationale, force est d'admettre que c'est lui qui a la plus belle capacité d'accueil. Ouais. Parce que demain matin, ça ne court pas les rues. Mais si on a, par exemple, un projet qui nécessiterait 1 million, 2 millions, 3 millions de pieds carrés, dans la région de la capitale nationale, il n'y a pas beaucoup d'endroits. C'est vraiment à Saint-Raymond que ça pourrait atterrir comme tel. Ça nous sourit beaucoup. Ouais. Absence de milieu humide aussi. Alors ça, j'en parle parce que ça peut être important. Souvent, c'est une contrainte dans le développement des parcs industriels. C'est sûr qu'il y a des mécanismes de compensation, etc. À cause des permis, l'environnement et tout, je me dis. Oui, c'est ça, des délais, du phénomène de compensation aussi. Alors, tout ça, on fait en sorte qu'on a un site, le parc industriel numéro 2 à Saint-Raymond, là, qui a des beaux attributs pour le développement. Ça m'a beaucoup souri aussi. Actuellement, il y a combien d'entreprises dans le parc industriel numéro 2? Il n'y en a pas beaucoup, là, en fait. Il y en a 14. OK, il y en a 14. On parle d'à peu près 110 emplois. OK, versus le parc industriel numéro 1 qui a 1 million de pieds carrés, il reste un terrain d'à peu près 400 000 pieds à développer là, pour lequel d'ailleurs on a 2 prospects intéressants, qui lui en accueille 13 entreprises. On parle d'environ de 90 emplois comme tel. Okay. Et c'est sûr que le domaine industriel, pour moi, ma mission, c'est beaucoup d'accélérer le développement du parc industriel numéro 2, comme je l'ai mentionné. Oui. C'est travailler avec les gens dans les parcs industriels, parce que souvent on les retrouve là. Qu'est-ce que vous faites concrètement, justement? Oui. Comment on fait pour aller chercher de nouvelles entreprises? Oui. Mais en fait, le rôle d'un commissaire industriel aussi, un petit peu plus en amont aussi, c'est donc de faire de la prospection. Je vais y revenir. Oui. Faire de la prospection. Deuxièmement, c'est d'accompagner beaucoup aussi les entrepreneurs qui sont en place, qui des entreprises existantes. D'ailleurs, comme vous avez fait avec Charpente-Montmorency. Comme on a fait avec Charpente-Montmorency, on va y revenir tout à l'heure, effectivement. Et puis, on vise beaucoup, on fait beaucoup de prospection. C'est important. Et découle de ça des implantations. Mais il ne faut pas négliger non plus les entreprises existantes qui sont en place, qui ont déjà le sentiment d'appartenance par rapport à Port-Neuf et à Saint-Raymond comme tel, qui, eux, parfois, peuvent avoir des projets d'expansion. Donc, des accompagner, élaboration de plans d'affaires, validation de plans d'affaires, les informer sur les programmes d'aide tant fédéral, provincial, municipal qui peuvent être offerts pour stimuler leur croissance, enjeux de la main-d'œuvre, etc. Ça, c'est un rôle important aussi. Ouais. Puis le troisième volet, je vous dirais, c'est la gestion du développement de ces parcs industriels-là. C'est moi de travailler en collaboration avec les services de la Ville de Saint-Raymond, que ce soit l'urbanisme, les travaux publics et tout, pour que les services soient là au moment opportun, pour s'assurer que le parc est attractif à tout niveau. Ouais. Ça vous amène à aller à l'extérieur de Saint-Raymond? C'est ça, pour répondre à votre question, plus précisément sur la prospection, effectivement. Je vous dirais qu'en moyenne, je suis en moyenne 2 jours par semaine, soit dans la grande région de Québec avec des partenaires, avec des prospects. J'étais au Salon industriel de Québec récemment, au début d'octobre, comme tel. Je participe à toutes les activités là, qui sont susceptibles de me faire rencontrer des prospects. Évidemment, l'avantage que j'ai aussi, c'est sûrement ce qu'ont vu les gens de Saint-Raymond aussi, c'est que au fil des 30 ans, j'ai développé quand même un bon réseau aussi. Oui, un bon réseau de contact, effectivement. C'est beaucoup ça aussi dans ces milieux-là. Absolument. Je participe depuis, je vous dirais, le début des années 2000, notamment
ce qu'on appelle un réseau des collaborateurs d'affaires dans la région de Québec qui réunit des évaluateurs agréés, des comptables, des banquiers, des courtiers immobiliers, etc. Ouais. Et je vous dirais qu'on fait ça une fois par mois, une petite rencontre, à un moment donné, sur un sujet précis, et on échange beaucoup de façon informelle comme telle, puis je vous dirais que ce que ça coûte, c'est un petit déjeuner là, une fois par mois, là, mais je vais vous dire, c'est pas une dépense. Ça peut être payant. C'est un investissement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais souvent, c'était le cas aussi notamment au parc technologique où j'ai fait 14 ans. Je vous dirais que 60 facilement 60 des entreprises qui sont établies sur le territoire du parc, et Dieu sait que j'ai collaboré à en établir plusieurs, je vous dirais que c'est le fruit de mon réseau comme tel. À un moment donné, quand on parle d'un média, il est trop tard un peu. Il faut que tu sois informé en amont par un évaluateur, par un comptable qui, lui, est la source là, du projet. J'imagine que la qualité de vie aussi d'une région est importante pour les futurs entrepreneurs, ceux qui veulent s'installer. Exactement. Puis ça, en fait, je connaissais Saint-Raymond quelque peu sur ce volet-là. Et là, je le connais encore davantage depuis mes 10 mois ici. Puis effectivement, pour moi, c'est un volet qui est très important. C'est pour ça que le développement du secteur touristique, c'est de pair aussi avec le secteur industriel. Un alimente l'autre comme tel. Eux contribuent à créer une qualité de vie. On est à 5 minutes. T'sais, souvent dans la région de Québec, on dit qu'on est à 15-30 minutes de tout. Bien, ici, des fois, on est à 2 puis 5 minutes de tout aussi. Hein? D'un lac, d'une piste cyclable. Alors, c'est très attractif au niveau de la main-d'œuvre, qui est un enjeu, comme vous le savez, qui est très important. Malheureusement, il nous reste à peu près 30 secondes seulement. Ça a tout passé. On a quasiment 10 minutes, 9 minutes de passer déjà. Ça va vite. Mais peut-être les projets à venir à court terme. Oui. En fait, vous en êtes là? Je suis bien fier de ça parce que, ça avait été plutôt tranquille, sur pourquoi l'embauche qui s'est faite en janvier dernier. Et je vous dirais, je suis rendu à 500 000 pieds de terrain de vendus déjà, en 10 mois comme tel. Il y a 3 projets de construction en cours sur le site du parc numéro 2. Je ne pourrais pas entrer dans le détail. Là, on parlait de Charpente-Montmorency notamment. Océanor, aussi un distributeur dans le domaine de produits fruits de mer, poissons, fruits de mer. Les entreprises Guémard aussi, Atelier Mécanex qui va commencer bientôt sa construction aussi. Alors, ça va très, très bien à ce niveau-là. Très bien à ce niveau-là. Je suis très fier de ça. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. J'espère. Oui, merci beaucoup de cette visite en studio. Puis ça nous permet de davantage connaître votre métier, votre profession, justement. Merci beaucoup de le faire connaître. Alors, Richard Saint-Pierre, commissaire industriel à la Corporation de développement de Saint-Raymond. Les dirigeants de la commission scolaire de Portneuf ont procédé à l'embauche d'une nouvelle directrice générale suite au départ de Luc Galvani au mois de juin dernier et qui était en poste depuis un peu plus d'1 an. Mme Marie-Claude Tardy est entrée en fonction le 9 octobre dernier et nous l'avons rencontrée ce mardi soir à la salle des commissaires du centre administratif à Donnacona, juste avant une séance d'études portant sur les états financiers. Écoutons l'entrevue qu'elle nous a accordée. Madame Tardif, bonjour. Bonjour. On pourrait dire bonsoir plutôt. Bonsoir, Monsieur Beausoleil. Nous sommes justement avant une réunion importante des commissaires où il y aura assermentation, en fait, de 2 commissaires ce soir. Effectivement, ce soir, il y aura assermentation de 2 nouveaux commissaires auprès de notre belle table de travail. Donc, tout à l'heure, dans quelques minutes, là, pour recevoir ces gens-là et les assermenter dès le début de la séance afin qu'ils puissent participer pleinement à titre de commissaire de notre belle commission scolaire. Est-ce qu'on a les noms? Oui, il s'agit de M. Bisson et de Mme Eguenis, je crois. OK. Mac Eguenis, voilà. Alors, Mme Tardif, vous êtes en poste comme directrice générale depuis le 9 octobre, c'est tout récent. Parlez-nous un peu de votre expérience passée dans le domaine scolaire, peut-être. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis issue du monde scolaire. J'ai toujours travaillé pour le milieu scolaire et donc, ça fait maintenant plus de 27 ans que je suis en poste. J'étais une enseignante au secondaire. J'enseignais le français, l'univers social. Ensuite, j'ai été direction adjointe dans une école secondaire, une grande école secondaire. Ensuite, j'ai été directrice d'école au primaire pendant 7 ans. Directrice d'école secondaire en milieu très défavorisé. Côté 9 sur 10, là, pour ceux qui connaissent un peu le jargon. Ensuite, directrice d'école d'une grosse école secondaire très élitiste, où on sélectionnait toute la clientèle, toujours au public. Ensuite, j'ai passé 2 ans comme directrice générale d'un collège privé en Montérégie. Et maintenant, je suis directrice générale de la belle commission scolaire de Portneuf. Justement, quelle est votre perception jusqu'à maintenant de la commission scolaire de Portneuf? Un milieu tricoté serré, très fier de sa région, des gens engagés, extrêmement accueillants, chaleureux, c'est ce que je côtoie tous les jours.
des gens qui ont envie de travailler fort à la réussite des élèves, qui sont engagés dans la réussite des élèves. Je dirais des gens très fiers de leur région également, très fiers de... En fait, fiers et un peu jaloux, veulent garder leur identité portneuvoise. Je sens vraiment ça. Ça me plaît beaucoup. Et c'est une petite commission scolaire quand on se compare à d'autres commissions scolaires là, autour, où il y a, dans le sens où il y a beaucoup de clientèle. Ici, on a un très grand territoire, 4000 km², pour pas un grand nombre d'élèves, mais... beaucoup je dirais, ce qui me plaît énormément, c'est justement qu'il n'y ait pas tant d'établissements que ça, qu'il y ait finalement un nombre important d'employés, mais on n'est pas dans les 5 000, 6 000 employés, parce que moi, je suis une gestionnaire de proximité. J'ai besoin de sentir mes gens proches. J'ai besoin de pouvoir aller sur le terrain, de me rappeler pourquoi je travaille à tous les jours, de jamais oublier comment ça se passe dans les écoles pour prendre les meilleures décisions possibles avec mes équipes. Voilà. Vous avez entrepris, j'imagine, une tournée à travers la commission scolaire, oui? Effectivement. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis allée à Rivière-à-Pierre, je suis allée à Saint-Léonard. J'ai commencé à faire la tournée de mes écoles, à rencontrer mes directions, à rencontrer le personnel, voir les enfants, voir les bâtiments également, l'état des bâtiments, tout ça. Donc, j'entends faire ça pour les 2-3 prochaines semaines. Là, je devrais être en mesure de faire le tour de la commission scolaire. Et ce ne sera pas un événement unique. Moi, je veux aller dans les écoles à chaque année. Là, je le fais de façon accélérée parce que, bon, j'arrive en poste, puis je suis curieuse, je veux tout apprendre rapidement. Mais éventuellement, ça sera une pratique à toutes les années. Assurément, j'irai au moins une fois. Puis si le temps me le permet, là, je ne veux pas promettre trop de choses, mais si le temps me le permet, je veux aller visiter le plus souvent possible les écoles. Oui. Évidemment, vous avez sûrement touché au financement, au budget, en fait, de la commission scolaire. Est-ce que, bon, ce soir, il y aura une soirée d'études, en fait, avec les commissaires. Ce sera dévoilé publiquement le 28 novembre. Effectivement. Essentiellement, est-ce qu'on peut dire que la commission scolaire de Portneuf est en bonne santé financière? Essentiellement, on peut dire effectivement que la commission scolaire de Portneuf est en santé financière, que les établissements s'en tirent bien, que pour... en fait, en général, règle générale, les choses vont bien, on ne roule pas sur l'or. Mais on arrive, on n'est pas du tout dans le rouge. Donc, on est en mesure de poursuivre notre année cette année avec nos financements et d'avoir en tête certains projets fort intéressants. Donc, oui. Parlons-en justement des projets intéressants. Quels sont les défis, selon vous, à relever ici? À ce que j'en sais pour le moment, assurément qu'il y a un défi au niveau de l'agrandissement de nos écoles. On est en augmentation de clientèle. On sait pertinemment qu'à Pont-Rouge, on manque d'espace. On fait des demandes au ministère pour justement avoir l'octroi de construire des agrandissements. Donc ça, nos demandes sont envoyées. Ça fait maintenant 3 ans qu'on fait la même demande. À Cap-Santé, même chose. On a eu un agrandissement, puis déjà, on est serré. Donc, on envisage que ça se pourrait qu'à Saint-Raymond également, on ait une problématique éventuellement. Donc, ça, c'est un enjeu important parce qu'à un moment donné, si on veut offrir de la qualité à nos enfants, il faut qu'il y ait des espaces de vie adéquats. Tu sais, dîner dans sa classe, c'est pas c'est pas terrible, là. Ça fait vraiment, pour des enfants, c'est... Donc, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Autre enjeu important, c'est toute la relève au niveau du personnel à l'emploi, la relève à l'emploi. Alors, c'est un problème de société. On s'en vient en pénurie d'employés. Donc, on va devoir travailler avec toutes les organisations, tous les organismes de la région pour que notre région soit très attrayante et qu'on attire des employés vers nos milieux. Donc, il y a ce défi-là aussi. Particulièrement les enseignants ou à tous les niveaux? Bien, les enseignants, mais dans toutes les sphères des emplois là, qui sont occupés par la commission scolaire de Portneuf, pas qui sont occupés, mais qui sont nécessaires à la commission scolaire de Portneuf. Oui. Mais c'est clair qu'on entrevoit, si jamais la maternelle 4 ans passe comme le gouvernement le souhaite, on entrevoit une pénurie de personnel là parce que ça fait bien des petits partout au Québec là, oui. à qui on va devoir offrir un environnement éducatif adéquat, donc au niveau des TES, des enseignants, etc. Il y a quelque chose là qui va se passer. Donc, ça aussi, on entrevoit ça. Puis, je vous dirais qu'un des enjeux, la mission principale, c'est la réussite de nos élèves. Oui. Donc, la diplomation de nos enfants, s'assurer que chaque enfant qu'on prend à partir de 4 ans ou de 5 ans, on les amène vers une diplomation. Bien, ça, c'est le grand défi de la commission scolaire.
de toutes les commissions scolaires, mais ça nous tient à cœur particulièrement. Donc, moi, je vais travailler ça beaucoup avec mes directions d'établissement. Avez-vous un plan de match en vue, justement, pour développer davantage cette réussite? Effectivement. Bien là, on vient de sortir notre plan d'engagement vers la réussite. Et dans ce plan d'engagement vers la réussite-là, bien, de ça va découler les projets éducatifs de chaque école. Donc, cette année, là, nos directions d'école sont en travail avec leur équipe école respective pour justement produire un projet éducatif très collé sur la réalité de chaque milieu qui va favoriser la réussite de chaque enfant. Donc, on est sur un plan 5 ans, mais ça sera suivi. Puis les ressources éducatives sont en grande démarche avec chaque école pour justement essayer de répondre le mieux possible aux besoins des enfants par les services des professionnels, par de l'ajout de toutes sortes de mesures, tout ça, là. Donc, on travaille le plus possible en système. Oui. Est-ce que de l'accent peut-être plus particulier sera fait pour la formation professionnelle ou ce secteur d'activité de l'éducation? En fait, ce secteur est très important également. Ce qu'on entend faire aussi, c'est travailler beaucoup sur de la concomitance. Autrement dit, nos élèves qui sont au secondaire, qu'on sent qu'on va perdre, qu'on va échapper, on essaie le plus possible de créer des passerelles pour qu'ils entrent le plus rapidement possible vers la formation professionnelle. Si ce n'est pas tout de suite dans un programme parce qu'il y a quand même des règles à respecter au niveau de l'âge et tout ça, ou encore de certains niveaux de secondaire atteints, réussis, mais il y a possibilité de créer des passerelles et c'est à nous d'être créatifs dans ça. Et c'est un des objectifs qu'on veut travailler, là, effectivement. Oui. On a parlé beaucoup des services directs à l'élève en psychologie ou en orthophonie ou peu importe. Oui. Est-ce qu'on est correct dans Port-Neuf ou c'est sûr qu'on pourrait l'améliorer? Comment vous voyez ce secteur-là? Bien, en fait, on est correct dans Port-Neuf. Je dirais qu'il y a toujours place à amélioration. Plus on va détecter rapidement les besoins des enfants, mieux on va intervenir. Plus on court la chance, pas de risque, mais plutôt plus on court la chance de s'occuper dès le bas âge de la réelle problématique d'un enfant, puis de le mettre dans une situation de réussite. Donc, c'est sûr que tous nos services complémentaires, on travaille très fort pour suivre nos élèves de près, en bas âge, puis maintenir ce service-là, les outiller pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Avec les outils, là, on parle d'ordinateurs pour les enfants qui sont dyslexiques. Bref, il y a toutes sortes de mesures possibles. Mais en même temps, des services professionnels, plus on en aurait, mieux ce serait. Oui. Mais ça, c'est la réalité. Il faut faire avec les mesures qu'on nous octroie. Les budgets qu'on a. Malgré que le gouvernement en place semble de plus en plus favorable au secteur de l'éducation, pour vous, ça vous aide, j'imagine? Bien, c'est sûr que ce qu'on entend jusqu'à présent, c'est heureux. On sent un désir de faire de l'éducation une priorité. On sent également que le ministre de l'Éducation, qui est présentement en poste, connaît très bien ce terrain-là, connaît très bien de quoi il s'agit, a un réel désir, je ne parle pas des autres, mais M. Roberge a un réel désir d'améliorer la condition de ce qui se fait dans notre système d'éducation, d'en faire une grande priorité. On ne peut que saluer ça. Oui. Ouais. Alors, Mme Marie-Claude Tardif, merci beaucoup de cet entretien, puis bienvenue à Port-Neuf. Merci infiniment. Je suis très heureuse jusqu'à présent. Soulignons que la commission scolaire a aussi embauché une nouvelle secrétaire générale pour remplacer Mme Monique Delisle, qui partira à la retraite l'an prochain. Karine Toupin, une avocate, est entrée en fonction le 17 septembre dernier. Les deux nouveaux commissaires qui ont été assermentés ce mardi soir sont Mme Christine McElligott, qui représente les parents d'enfants vivant avec une difficulté d'adaptation, EHDAA, ainsi que M. Mathieu Bisson de Pont-Rouge, représentant les parents d'enfants de niveau primaire. On compte 12 commissaires autour de la table de la commission scolaire de Port-Neuf, 9 élus et 3 représentants des parents. Des élections scolaires devaient se tenir en 2018, mais elles ont été reportées à 2020. Les membres de la table de concertation des aînés de Port-Neuf tenaient leur assemblée générale annuelle le jeudi soir dernier. Et pour nous dresser un bilan de la dernière année et les projets à venir, nous accueillons en studio la coordonnatrice de projet, Jacinthe Drolette. Bonsoir, Jacinthe. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous.
Comment ça a été cette Assemblée générale la semaine passée? Ça a bien été. Oui? Oui, ça a bien été. Avant de faire l'Assemblée générale, on a fait une présentation sur le programme d'exonération financière des services à domicile avec Louise Roy, la directrice générale d'entraide communautaire Le Halo et aide à domicile Le Halo. Pourquoi cette présentation-là? C'était vraiment de bien expliquer quel est le programme d'exonération financière qui est régi par la Régie de l'assurance maladie du Québec, pour justement dire aux aînés, bien écoutez, vous avez des programmes d'aide financière pour vous aider dans vos services ménagers, pour la préparation de repas, l'entretien au niveau du lavage et tout ça. Vous avez un minimum de subventions assurées pour chaque aîné. OK. Et selon les revenus, bien, il y a un programme de subvention qui est là aussi plus grand pour ces aînés-là, pour les aider à demeurer à domicile. OK. Fait que le fait d'amorcer un peu notre Assemblée générale annuelle puis de présenter ce projet-là, c'est surtout pour le faire connaître. Oui. Ouais. Parce que peu de gens l'utilisent, j'imagine? Malheureusement, peu de gens l'utilisent et c'est ça, c'est souvent méconnu. Et puis, mais si les gens veulent avoir beaucoup plus d'informations, ils n'ont réellement qu'à contacter les gens du Halo. Les gens du Halo directement, aide à domicile, le Halo. Qui sont mandatés, en fait, pour gérer le programme dans Portneuf? Dans tout Portneuf, surtout le territoire de la MRC de Portneuf. OK. Ouais. Alors ça s'adresse donc aux gens de 60 ans et plus, 65 ans, en tout cas? 60 ans et plus, et même pour les gens de 18 ans qui ont un handicap ou qui ont besoin d'aide à domicile, c'est possible aussi. C'est possible également. Alors, ils reçoivent une part, en fait, là, du taux horaire? Ils reçoivent, oui, c'est ça. Dans le fond, la part que tout le monde peut avoir au niveau, même surtout au niveau des aînés, c'est un minimum de 4 $ l'heure de service qu'ils reçoivent. Et puis, bien, dans le fond, qu'ils ne le reçoivent pas directement, mais qui réduit leur taux, la facture qu'ils doivent payer. Et selon les revenus, bien, la subvention augmente en conséquence. Alors, on demande aux gens, justement, de se renseigner auprès du Halo pour avoir droit à ces remboursements, si on veut, là, financiers. C'est ça. C'est un programme, dans le fond, québécois. Hein? Fait que c'est ne pas hésiter de faire appel et de demander de l'information. Oui. Année coup-ci, coup-ça pour la table de concertation des aînés de Portneuf. Financement, peu? Bien, le financement, dans le fond, on n'a pas eu le renouvellement souhaité au niveau de la subvention du programme CADA, qu'on appelle Québec Amis des aînés. On aurait voulu réellement faire une continuité avec notre projet, qu'on avait le projet pilote Réseau d'aide aux aînés. Ouais. On voulait une continuité sur 3 ans pour le déploiement de ce projet-là dans tout Portneuf. Et malheureusement, on n'a pas eu la subvention. On est en attente, là, avec le nouveau gouvernement, là, on est en attente que ce projet-là revienne, mais on est toujours actif dans les différents comités. Oui, parce que ce projet-là, en fait, vous voulez embaucher des... Le réseau d'aide aux aînés, dans le fond, c'était suite à l'étude de Bien vieillir chez soi qu'on avait fait pour justement dire, bon, bien écoutez, ici, comme à Saint-Raymond, à un moment donné, on avait dit, il n'y avait pas de popote roulante, il n'y avait pas de service de livraison de repas, et le réseau d'aide aux aînés nous a permis de contacter le comité VOSI, de dire est-ce que vous êtes ouvert à développer un service de livraison à domicile au niveau des repas et avec un partenariat avec le Provigo et le comité VOSI et les bénévoles, bien, faire la livraison d'épicerie également pour les aînés. Fait que dans chacune des localités de la MRC de Portneuf, les besoins qui ont été ciblés par les aînés, bien, le réseau d'aide aux aînés nous permettait justement de rencontrer les organismes locaux et municipaux et de dire, bien, voici un besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le service? Oui. Les besoins des aînés sont en continuelle augmentation. En fait, il y a le vieillissement qui est là. Comment vous voyez justement les très prochaines années, là? En priorité. En priorité, mon Dieu, je pense qu'il va falloir prioriser beaucoup d'actions, dont le transport, ça c'est sûr, c'est une priorité pour Portneuf. L'accessibilité universelle aussi, que ce soit pour les les bureaux municipaux, les entreprises. Oui, ça va devenir un enjeu primordial. L'alimentation, c'est la même chose. Oui. Les services de livraison de repas, les services de livraison d'épicerie, c'est pareil. Les soins à domicile, c'est la même chose. Voyez-vous,
Les besoins qu'on avait ciblés en 2015-2016 lors de l'étude Bien vieillir chez soi sont encore les mêmes besoins et de plus en plus urgents. Le nerf de la guerre, c'est toujours le financement? C'est toujours le financement. Il n'y a pas moyen de passer outre l'argent ou d'être moins dépendant? C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est par le bénévolat? C'est par le bénévolat. C'est sûr que là, durant l'été, la table de concertation, on a rempli notre demande pour faire notre demande au niveau du numéro de charité. Donc ça, là, on est en attente là, au niveau de l'Agence du revenu du Canada. Fait que dès qu'on a notre numéro, bien déjà là, ça va nous ouvrir d'autres portes au niveau de différents programmes de financement ou même de fondations pour justement offrir des services davantage. Oui, vous avez rencontré Marguerite Blais, justement, en pleine campagne électorale, avec le candidat qui est maintenant député. Oui, M. Vincent Caron. Ça vous espérez quand même avec... Le message, on a été très, très bien entendu avec Mme Blais et M. Caron. Le message a très bien passé. Oui. C'est sûr qu'on demande idéalement d'avoir un financement de base, mais la continuité aussi à ce que le programme Québec Amis des aînés revienne. Et les deux, ils ont été... Oui, c'est des vendus, en fait. Ben oui, à cette cause. C'est une question de temps puis d'administration, en fait, à travers ça. Mais vous êtes capable de fonctionner quand même, oui, on est malgré tout? Oui, malgré tout, mais on est moins dans le développement. On fait juste maintenir nos actions au niveau des différents comités, que ce soit le comité sur l'accessibilité universelle, la sécurité alimentaire, le transport, l'abus, maltraitance envers les aînés et nos comités avec les relayeurs également. Oui. Jacinthe, vous êtes impliquée dans le milieu communautaire depuis plusieurs années. Oui, oui. Quel est votre diagnostic de la région de Portneuf? Avez-vous l'impression que le tissu communautaire est fort? Oui. Le tissu communautaire est fort, malgré qu'il y a un grand besoin de bénévoles et à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pas juste au niveau des aînés, mais dans chacune des localités, vos organisations ont besoin d'un coup de pouce. Vous avez un 2 heures, un 3 heures de temps libre. Bien, allez peut-être offrir ce petit 2 heures, ce petit 3 heures-là, même si c'est par mois. Il n'y a pas de problème. Oui. Les organisations ont besoin de vous, mais c'est votre communauté qui a besoin de ce temps-là aussi. Oui, effectivement. Alors, le message est lancé. Bien, tant mieux. Alors, Jacinthe Drolette, coordonnatrice de projet pour la table de concertation des aînés de Portneuf. Merci beaucoup. Merci à vous. À une prochaine. À une prochaine. Les actualités culturelles et communautaires avec David Alexandre après la pause. Bonsoir, voici votre agenda culturel des prochains jours. Agenda culturel des prochains jours. D'abord, une conférence voyage sur Walt Disney aura lieu demain, vendredi, le 2 novembre à 19h30 à la Maison de la Culture de Donnacona. Walt Disney World, c'est la destination voyage la plus courue dans le monde. C'est très apprécié notamment pour les différents parcs thématiques, les hôtels et le tout nouveau Toy Story Land. Une agente de voyage qui est diplômée par Disney va être sur place pour vous en parler et ce sera également l'occasion pour lui poser vos questions. L'entrée est gratuite et les prix de présence seront tirés parmi les participants. Toujours ce vendredi, la formation Monsieur Chandler sera en prestation au Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Vous aurez l'occasion d'entendre des chansons folk complètement en français. Le spectacle débute à 20h et puis les billets sont en vente au coût de 48$ au www.moulinmarcoux.com. Dès 21h30, cette fois à l'hôtel Le Roquemont de Saint-Raymond, le groupe Alambic sera de passage. C'est au lac Sept-Îles à Saint-Raymond que le groupe compose en français ses hymnes d'influence punk, rock, stoner et alternative. Philosophique, mélodique et entraînant, voilà comment on peut décrire les compositions d'Alambic.
Loisirs Culture de Donnacona vous invite à vivre un après-midi ou une soirée d'expérimentation de jeux de société en compagnie d'animateurs qui proviennent du café-pub ludique La Revanche. Les animateurs vont pouvoir vous guider dans le choix d'un jeu de société et ils vont également être présents pour vous expliquer les règlements de ces jeux-là. Le coût est de 5 $ à l'entrée pour cette 5e édition de La Revanche. Ça aura lieu ce samedi à la Maison de la Culture de Donnacona de 14 h jusqu'à 22 h. Le chanteur raymondois David Thibault va se produire à l'école secondaire Louis Jobin de Saint-Raymond samedi à compter de 20 h. C'est dans le cadre d'un concert bénéfice au profit des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond. David Thibault va interpréter, comme à son habitude, des succès des années 50, notamment des chansons d'Elvis Presley et de Johnny Cash. La dernière fois qu'il était de passage chez nous, c'était lors du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond. The desk clerk's dressed in black, but it been so long, alone, it's chilling, never back could be so, I'll be so lonely, baby, I'll be lonely. Les billets sont en vente au coût de 30 $ à la pharmacie Uniprix de la rue Saint-Joseph. Du côté de Saint-Hubert, de ses soirées d'humour ce samedi à l'hôtel chez Roland, il y a l'humoriste Pascal Cameron qui sera sur place de 20h30 à 21h30. Pour lui, l'humour, c'est une façon de souligner les incohérences de notre quotidien et puis à travers des propos qui sont raisonnés, engagés et parfois absurdes, mais toujours amusants, il trouve toujours la manière de rire de tout ce qui nous entoure. Les billets sont au coût de 12 $. On peut les acheter au site lepointdevente.com ou encore directement à la porte. Bienvenue en Guadeloupe! Chaque fois les Canadiens arrivent en Guadeloupe, moi je mets du sirop d'érable pour eux. Au cinéma Alouette, c'est le retour d'Aventuriers Voyageurs et puis ce mois-ci, on a l'occasion de découvrir la Guadeloupe. La destination est prisée par les voyageurs pour ses plages, sa nature tropicale, ses fonds marins, ses cascades, ses musées et puis surtout sa population qui est très joyeuse ainsi qu'accueillante. 2 représentations vous sont offertes lundi le 5 novembre et jeudi le 8 novembre à 19 h. Et finalement, ce mercredi, le 7 novembre à 19h30, c'est votre chance de voir l'avant-dernier match de la saison régulière d'improvisation de la LIP 9. Ça aura lieu au 2e étage du Moulin Marcoux de Pont-Rouge. Alors voilà, c'est complet sur ce. Bonne sortie culturelle. La 18e édition de l'événement très populaire du marché du Noël d'antan à Cap-Santé se tiendra du vendredi 23 au dimanche 25 novembre prochain. Les organisateurs ont dévoilé la programmation ce jeudi matin à Cap-Santé. Le cœur du village, place de l'église, se transformera en marché de Noël, regroupant plus de 70 artisans qui offriront leurs plus belles créations dans une ambiance des fêtes traditionnelles québécoises. Une trentaine de maisonnettes seront érigées, bien décorées et animées par les artisans. Place des enfants Desjardins offrira différentes animations. La Délurette du temps des fêtes, la chorale de l'école Bon Pasteur, Yvon et sa clique, le général Patente, Madame Crayon et le major Tom Tom, le rêve de Chevriquet, ainsi que les musiciens des chauffeurs à pied et Donald Dubuc figurent parmi les artistes invités. Exposition de crèche dans l'église, démonstration de forge et de fabrication de haches, en plus du traditionnel défilé de Saint-Nicolas et l'illumination du sapin géant ouvriront les festivités le vendredi 3 novembre. Un service de navette gratuit sera offert aux visiteurs. Des stationnements seront disponibles au coût de 5 $ à l'Hôtel de Ville de Cap-Santé, au ministère des Transports, à la pharmacie Proxime Robert Rivet, ainsi que sur les terrains de l'entreprise Pavage Portneuf. Le Noël d'antan attire plus de 30 000 visiteurs bon an mal an. Écoutons un petit extrait d'une vidéo corporative qui a été réalisée pour promouvoir le Noël d'antan de Cap-Santé.
Parmi les autres nouvelles, le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs de la Sûreté du Québec rappelle à la population qu'une ligne téléphonique confidentielle est disponible pour quiconque se préoccupe d'un proche qui possède une arme à feu ou qui compte en acquérir une et qui manifeste certains changements dans son comportement, que ce soit de la détresse ou de la violence, par exemple. Une nouvelle campagne de sensibilisation sur le thème « J'ai un doute, j'appelle » a été lancée au Québec, visant à promouvoir l'utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. Un intervenant est au bout du fil en composant le 1-800-731-4000 entre 8h et 16h30 du lundi au vendredi. Chaque signalement reçu fait l'objet d'une analyse afin d'assurer la sécurité de l'entourage. Il faut spécifier que cette ligne de préoccupation n'est pas une ligne d'urgence. Le 911 est conseillé en cas d'urgence. De plus, on rappelle que le titulaire du permis de possession et d'acquisition d'armes à feu doit aussi adopter un comportement responsable et sécuritaire, surtout s'il traverse une période plus difficile. On doit s'assurer, entre autres, d'entreposer ou de transporter ces armes à feu de façon sécuritaire, en plus de les manipuler de façon prudente et consciencieuse dans le but de prévenir des incidents malheureux. Un joueur d'échecs de Saint-Raymond, Jérémy Cassista, âgé de 16 ans, a remporté la première position de sa catégorie au championnat international d'échecs qui se tenait à Varennes du 5 au 7 octobre dernier. On comptait quelques 220 joueurs à cette compétition provenant de Cuba, des Philippines, de l'Inde, du Sri Lanka, du Burundi, de l'Azerbaïdjan, de la France, de l'Allemagne et du Canada. 63 joueurs étaient inscrits dans la catégorie de Jérémy, qui s'est mérité une bourse de 900 $ pour sa première place. Il a pu aussi rencontrer les deux plus grands maîtres cubains et canadiens, Batar Samboué et Anton Goyasyoy. Soulignons que le joueur d'échecs raymondois a terminé deuxième au championnat ouvert du Canada qui avait lieu à Québec au mois de juillet dernier, en plus de remporter l'Open d'échecs de Trois-Rivières au mois de mars. Jérémy Cassista était à Contrecœur le week-end dernier. Les membres du club de patinage artistique de Saint-Raymond ont décidé d'offrir les billets pour son souper homard bénéfice à 70 $ au lieu de 85 $ prévus par personne. Cette première édition du souper homard se tiendra au centre multifonctionnel le samedi 17 novembre. Les profits du souper serviront à l'achat d'équipements, à payer les frais reliés aux compétitions, la tenue de cliniques d'apprentissage et la campagne de financement du spectacle biannuel du club. En plus du souper, les convives pourront rire et danser avec la présence d'Étienne Langevin, humoriste, James Labrie, auteur, compositeur et interprète de la relève et finaliste de Cégep en spectacle en 2018, en plus d'un DJ. Pour terminer la soirée, les billets sont en vente à la billetterie de la pharmacie Uniprix Picard et Simard de Saint-Raymond. Parlons ski. La prévente des billets de saison à la station de ski Saint-Raymond se tiendra du mardi 6 novembre au samedi 10 novembre prochain. Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, la station de ski sera ouverte de midi à 20h et le samedi de 9h à 13h. D'ailleurs, le ski bazar se tiendra le samedi 10 novembre entre 9h et midi. Les patrouilleurs de ski se feront un plaisir de conseiller les acheteurs d'équipements usagés. Les personnes qui souhaitent vendre de l'équipement de ski doivent se présenter à la station de ski le vendredi soir 9 novembre entre 19h et 21h. 20 % de la vente d'équipements serviront à financer les services de la patrouille de ski. Donald Beaumont et son équipe de la FADOC de Pont-Rouge ont remporté la médaille de bronze au golf des finales provinciales des Jeux FADOC qui se sont déroulés du 11 au 13 septembre dernier à Saint-Jérôme. L'événement a rassemblé plus de 1200 personnes réparties dans les 14 disciplines. La Fédération de l'âge d'or du Québec, Région de Québec et Chaudière-Appalaches a cumulé un total de 17 médailles. Un petit rappel pour dire que dans le cadre d'une démarche de consultation sur les paysages portneuvois, la MRC de Portneuf invite la population à un colloque citoyen sur les paysages qui aura lieu le samedi 10 novembre prochain au Moulin Marcoux de Pont-Rouge de 9h à midi. La participation au colloque est gratuite, mais il est nécessaire de s'inscrire avant le 5 novembre. La vaccination contre la grippe débute ce samedi 3 novembre dans Portneuf, Québec et Charlevoix.
Le vaccin s'adresse aux personnes considérées comme les plus à risque de souffrir des complications de cette infection, ainsi qu'aux personnes ayant de nombreux contacts avec elles. Plus de détails sur le site du CIUS de la capitale nationale. Et n'oubliez pas de reculer l'heure de vos horloges et montres cette fin de semaine. Nous passerons à l'heure d'hiver dans la nuit de ce samedi 3 au dimanche 4 novembre. On recule l'heure d'1 heure à 2 heures du matin pour revenir à l'heure normale de l'Est. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe à la régie, au montage et à la caméra sur le terrain, de même que Tony à la caméra sur le terrain et au montage. Merci à Lucie aussi à l'accueil en studio. Merci à vous à la maison de nous suivre. De la soirée d'hier dans le cadre de l'Halloween à Saint-Raymond en présence du service des incendies. Alors, bonne semaine!